Bonjour Bénédictane, Bonjour Hélène. de nouveau ici. Encore. Bonjour Daniel Tuan. Bonjour Hélène. Daniel Tuan, mon metteur en scène, chorégraphe depuis X années. On ne dit rien. On ne dit rien. On peut faire un petit récapitulatif de carrière, depuis le Petit Rat de l'Opéra jusqu'à la salle de cinéma actuelle, par exemple. Un petit... Oui, voilà. Petit Rat de l'Opéra qui a été un petit peu déstabilisé par le manque de taille au fur et à mesure des années et qui a très vite compris que c'était pas la peine de poursuivre parce qu'il n'allait jamais pouvoir arriver au bout. Voilà. Donc déstabilisé et puis foutu à la porte. Tu parles de taille trop petite? De taille, oui. c'est ce que à j'avais l'opéra, oui. Oui, il faut une taille, ok. Comme les hôtesses de l'air. Voilà, et fort heureusement, foutu à la porte parce Pour le que mieux. j'ai pu apprendre la danse de jazz, les claquettes, la danse acrobatique et travailler Tout de suite. tout de suite au Casino de Paris, aux Folies Bergères, à Mogador, qui était un théâtre de revue aussi, enfin voilà. Et puis, après, j'en ai eu marre de danser. Donc, j'ai appris la comédie, j'ai travaillé la comédie, j'ai appris la comédie, et la mise en scène, et la chorégraphie, bien évidemment, c'était la ligne obligée de la suite. Et puis, la comédie, j'en avais fait le tour, donc je me suis orienté vers la mise en scène, et puis j'ai rencontré Hélène Kibao. Oh, mais ça, c'était inénarrable, parce que moi, je me faisais toute petite dans la salle de répétition où allait travailler le jeune homme avec qui je vivais à l'époque. Et je regardais comme ça, j'étais comme une petite souris dans la salle, et je voyais tous. Il y avait 3 metteurs en scène qui se succédaient avec plein de comédiens. Et quand lui arrivait, je disais, voilà, ce mec-là, je vais bosser avec lui. Parce qu'il arrivait à faire rire une troupe entière, à garder la bonne humeur, à ne jamais s'énerver, à toujours bien traiter les gens, ce qui n'était pas forcément le cas pour tous les autres. Et alors, un jour, je suis allée lui demander de l'aide. C'était quand j'avais enregistré mon premier 45 tours et il l'a sauvé. Parce que mon premier 45 tours, de l'autre côté du miroir, tu sais, c'est une telle naissance quand enfin tu arrives à faire ton premier disque. Et, je rentre du studio, je dis aux musiciens et à ceux qui avaient participé à l'enregistrement, il y a un truc là, ça va pas. Hein. Mais non, mais t'as trop écouté, ça fait 2-3 jours qu'on est en studio, c'est ta tête. Je dis, non, parce que vous voyez là, quand je dis vos absurdités, on entend un zozotement et je ne zozote pas dans la vie. Mais arrête, mais c'est ta tête. Et Daniel t'a confirmé que c'était un zozotement et il a fait tout réenregistrer. Ouais, il m'a sauvé. Donc ça a commencé comme ça, notre aventure. Un soutien. Mais après, l'année d'après, je suis allée le chercher parce que je lui ai dit, voilà, je veux faire les découvertes de TF1 et je veux danser. Donc, vous êtes chorégraphe, je vous voyais à l'époque. Donc, aidez-moi à monter une chorégraphie. J'ai une petite poupée dans les bras, etc. Et voilà, et c'est comme ça que notre aventure a... Puis on ne s'est plus quitté. Parce qu'on a eu les télés qui ont commencé tout de suite, et les 4 bras, etc. Voilà, tout a été... Donc c'est une grande histoire d'amour qui dure. Qui dure, oui. Voilà, mais on a un truc ensemble, c'est les fous rires, voilà, depuis toujours. Et c'est sûr qu'avec tous les gros spectacles qu'on a montés, c'est une grande sécurité pour moi, parce qu'il porte la moitié du poids. Tu peux compter sur lui. Oui. Enfin, il y a le chef d'orchestre aussi. Donc Oui, on mais est 3 il est un peu ton porteurs, ange voilà. gardien, Voilà, ton c'est soutien. C'est ça. C'est un lien indéfectible. Voilà. Alors maintenant, on va t'écouter toi, Love Coach, auteur de best-sellers. Ouais, quand même, ça Oui, s'est quand bien même. vendu. Hein. Ouais. Oui, quand même. Donc moi, j'ai en fait désespérément cherché l'amour toute ma vie, puisque je suis née le jour de la Saint-Amour, et comme j'y Le arrivais pas... 9 août. Oui, Oh le 9 août. Et comme j'y arrivais pas, j'ai créé les Cafés de l'amour. Et c'était une façon amusante de chercher des réponses. Et en fait, j'ai été embarquée dans le développement personnel et j'ai rencontré tellement de gens que j'ai invités, dont toi, bien sûr. Et ensuite, j'ai suivi des stages. Et puis, je cherchais toujours des réponses à mes questions. Et finalement, j'ai rencontré l'amour il y a maintenant un paquet d'années. Mais j'ai tellement expérimenté de situations que je suis devenue love coach, en fait, en partie déjà avec les Cafés de l'amour, mais de façon complètement
affiché, intégré, assumé avec la sortie de mon premier livre et les gens qui me demandaient. Et en fait, j'ai écrit donc 4 livres. Et en écrivant ces livres, à chaque fois, j'essaie d'apporter plus de réponses à partir des questions que les gens me posent. Et donc aujourd'hui, je reçois des gens qui sont d'univers, mais que tu peux même pas imaginer tellement c'est à l'opposé. Et à chaque fois, je rentre dans une histoire avec la fraîcheur d'un enfant qui découvre son cadeau de Noël à 5 ans sous le sapin, et en même temps, l'envie de l'emmener quelque part pour qu'il puisse avancer. Et je passe mon temps à me former. Je continue toujours à me travailler sur moi pour pouvoir avancer, considérant qu'il faut que le maître, entre guillemets, soit toujours en avance sur l'élève, et que tant que je suis plus en avance en termes de conscience que mes coachés, finalement, je leur apporte quelque chose. Et c'est sans fin, en réalité, de travailler sur soi. Mais quand même, il y a un moment où tu as un peu fait le tour des choses, ce qui est mon cas, où tu es un peu blasé, et finalement, la seule chose qui donne du sens à ma vie, c'est vraiment d'accompagner les gens et de rentrer dans des histoires dans lesquelles je nage comme un poisson dans l'eau et qui me font accepter des présupposés complètement absurdes parfois. Et c'est comme ça. Et c'est une grande adaptation, j'imagine que toi aussi dans la chorégraphie, tu t'adaptes à la personnalité avec le budget qu'il y a, les comédiens qui sont là. C'est ça qui est intéressant. Et tu crées quelque chose absolument, à chaque fois. Bien sûr. Voilà, on est d'accord. C'est-à-dire dans les chorégraphies, moi ça m'est arrivé de me dire « Ah, c'est ça que j'étais en train de dire dans ma chanson !» Ah oui, tu D'un seul comprenais coup, ce que je tu comprenais. disais. Les paroles, ouais. Oui, ce qui était en filigrane. Alors que tu c'est vois. toi qui les as écrites. Oui, oui, bien sûr. Mais quand tu les vois mises en scène, elles prennent un autre sens. C'est ça. Ça m'est arrivé bien souvent et j'étais toujours les yeux écarquillés comme ça. C'est vachement bien ce que j'ai Ouais. dit. Mais tu sais que ça m'arrive aussi quand je relis des extraits de mes D'accord. bouquins. J'ai dit ça, mais quand on me demande de relifter un bouquin avant qu'il sorte en poche, je dis mais en fait il n'y a rien à enlever, tout est parfait. Qu'est-ce que tu veux que j'enlève là? Bravo. J'ai pas fait de rap, j'ai pas mis tu vois, d'empoulement, de je suis allée bam direct to the point. Je me dis mais en fait il y a 10 ans quand j'ai relifté donc le prochain c'est mon premier livre. Ouais. J'ai juste enlevé le passage sur le relooking parce que je le trouvais obsolète. Mais le reste, qu'est-ce qui se passe quand on vient d'être quitté? Qu'est-ce qui se passe quand on va sur le marché? Alors après, c'est vrai qu'à l'époque, on écrivait plus qu'aujourd'hui, on va sur les apps et on texte, on textote. Et à l'époque, on écrivait encore des missives. Aujourd'hui, plus personne n'écrit des lettres. Mais globalement, le fond était toujours le même. C'est-à-dire que le monde change et en même temps, les sentiments ne changent pas. Alors tu m'as dit un truc l'autre jour. Je ne sais plus si c'était en dehors de l'interview. C'était, je pensais que c'était un livre que tu allais écrire ou que tu avais écrit qui disait dis-moi quels sont tes fantasmes et je te dirai qui tu es. Alors en fait, c'est un webinaire que c'est marrant parce que c'est un webinaire que je vais lancer dimanche prochain. C'est ça. Et soit tu le prends sur une partie qui est dis-moi comment tu as été aimé, je te dirai comment tu fais l'amour, ou dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. Très intéressant. Et ouais. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que ça sorte avant, mais je ne pense pas que ça sortira avant. Non. C'est bon. C'est quand C'est dimanche là que je vais le sortir. On a le temps, quoi. Et dans ce webinaire, en fait, ce que je vais montrer, c'est que la sexualité des hommes et des femmes est liée à la façon dont on a été élevé et dont on s'est construite. Ça veut dire que tu peux prendre un chemin comme un autre, mais que si tu pars de la sexualité elle-même, c'est plus facile de remonter à la source à partir de comportements que parce que quelqu'un qui a été aimé, par exemple, en étant maltraité, va pas forcément maltraiter. Il va aimer être maltraité, il va aimer maltraiter, ou il va chercher désespérément un cocon tout doux et un utérus. Alors que quelqu'un qui se fait maltraiter dans sa sexualité et dont c'est le fantasme, là tu peux commencer à chercher un sens, c'est plus facile de partir de la situation. Et tes coachés, comme tu dis, te racontent ce genre de choses surtout les couples. Ah oui. Plus les couples que les... Parce qu'en fait les couples ont des amants, des maîtresses et souvent c'est autorisé aujourd'hui, enfin pour un certain type de couple, c'est pas le cas de tout le monde. Et ils m'expliquent des choses qui sont très choquantes au départ pour moi. Par exemple, il y en a un qui m'a dit qu'il urinait sur sa maîtresse, sur le parquet, mais elle, quand c'est elle qui lui urine dessus, parce que quand même, il y a une réciprocité, ça se passe dans la baignoire. Tu vois? Alors donc, en gros, son parquet, il est quand même plein de pipi, quoi. Et il trouve ça extraordinaire parce qu'il a l'impression de traverser des frontières et de transgresser. Ah bon? Et il veut toujours aller plus loin. D'accord. Voilà. C'est le propre du fantasme, ça, c'est toujours aller plus loin. Voilà, ça c'est un fantasme classique, mais sa femme aussi, à un moment donné, a eu des fantasmes. Et genre, elle allait rencontrer des gars sur des apps et se faire mettre des boules de geisha, par exemple. Ou alors, elle avait un fantasme plaqué contre le mur du Louvre.
Et c'est ça. Fallait que ce soit le mur du Ah ben cou, oui, moi. sinon c'est pas drôle. Il y a une question que je voudrais vous poser. Pourquoi appelle-t-on ça un fantasme? Ah ben ça dépend si on a l'approche psychanalytique ou sexuelle, parce que le fantasme au départ, c'est fantasmatique, c'est la projection, C'est le rêve. Ça peut être le rêve, ça peut être la projection, ça peut être la situation qu'on revit, ça peut être la situation dans laquelle on est coincé comme autrefois, et ça peut être aussi quelque chose d'inatteignable, et aussi quelque chose de profondément sexuel. Donc le mot fantasme, en fait, il a plein de définitions. Parce que, je vais peut-être me révéler ici, mais moi j'ai une sexualité tellement débridée, tellement invraisemblable, tellement décadente, tellement bourgeoise, etc. Bourgeoise et Des bourgeoises et décadente. décadentes, ça me paraît, c'est Ouais. un... Ah, mais pour moi c'est la même chose. Ah. Et donc, à chaque fois que j'ai eu une envie, si vous voulez, je ne me pose pas la question. Tu y vas, tu fonces. Oui, mais je pense que justement le fantasme, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait. Et quand c'est fait, vraiment, on préférait presque ne pas l'avoir fait. Par exemple, c'est comme la première fois. Je pense que le fantasme a le même pouvoir qu'une première fois. Première fois pour un truc un peu... Pas un premier baiser, quelque chose d'un peu plus sexuel. Par exemple, une fellation, une sodomie, une situation un truc un peu interdit dans une mes coachés me racontent ça souvent, dans une voiture au bois de Boulogne. Enfin, un truc un petit peu corsé, quoi. Pas un truc. Donc une première fois, et ça, l'excitation d'une première fois, comme d'une première boum. Ils sont tout excités, tout ça. Ils vont enfin réaliser le fantasme. Il y a une mise en scène incroyable, mais au même titre qu'une mise en scène, il y a des pétales de rose qui arrivent jusqu'au lit ou sur l'oreiller duquel il y a écrit « Je t'aime, veux-tu m'épouser ?» Pour moi, c'est un fantasme dans les deux cas. Dans les deux cas, il y a quelque chose de nouveau qui se fait et qui va se réaliser. Alors ensuite, évidemment, est-ce que le renouvellement amoureux se fera avec autant de fraîcheur que la première fois? Et est-ce que la fameuse scène dans la voiture, pendant que des gens vous regardent faire l'amour, aura le même goût? Et c'est là où on fait la différence entre un fantasme réalisé qui va finalement avoir... Bon, c'est bon, j'ai couché avec 2 garçons, 3 filles, un chat, un chien, c'est bon maintenant, c'est fait. C'est bon. Voilà. Ou alors, est-ce que je vais avoir besoin de répéter? Et là, on tombe dans un truc pathologique. Et j'ai un de mes clients qui m'a apporté un truc épais comme ça de ses fantasmes. Waouh. J'en ai lu un, et c'est l'histoire d'un gars, en fait c'est lui bien sûr, qui essaie d'éjaculer sur les femmes dans le métro. Aïe. Et pas plus tard qu'hier sur Facebook, il y a une fille qui dit, une dame m'a dit « Oh, je crois qu'il y a du sperme sur votre manteau ». Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il écrit ça, je ne sais pas s'il l'a fait, alors il raconte qu'il a éjaculé sur une dame qui travaille dans son entreprise, etc., qu'il est puni. Enfin, et il y en a ça. Donc j'ai lu le premier, je me suis dit, est-ce que je peux faire... Parce que j'ai un podcast qui s'appelle « Sodomie, la première nuit, point d'interrogation ». Et je me suis dit, est-ce que je peux faire un podcast avec une thématique sur ce fantasme? Mais ça partait tellement dans tous les sens, et il y avait tellement de... C'est une sexualité qui est tellement complexe et de petits garçons, et en même temps, on touche pas, mais on y va de loin, mais il faut pas que ça se voit. Et le gars, tous les matins, il prenait la même ligne de métro. Alors, je sais pas s'il l'a fait en vrai, mais à mon avis, oui. Parce qu'il peut pas écrire des trucs pareils. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Et je pense qu'il a dû essayer de se masturber plein de fois. Et qu'il aimait tel type de texture parce que c'était plus agréable que d'autres. Voilà. Et c'était dommage que j'aurais dû en lire 3-4 avant de venir. Et en même temps, quelque part, c'est terrifiant. Tu vois, et mon travail à moi, c'est de l'accompagner en rentrant dans le fantasme comme si c'était la norme. Comme si j'étais en train de boire un thé tranquillement dans ma cuisine. D'accord, mais lui, il vient te voir pour te dire, voilà... Pour me dire qu'il a une sexualité compliquée, et pour que je le comprenne, il m'apporte ses fantasmes. D'accord, et qu'est-ce qu'il attend de toi exactement, à part que tu le comprennes? Que je l'aide à sortir avec une femme dont il irait dingue, qui paraît-il l'aime, mais qui ne peut pas quitter son mari alors qu'ils ne se sont jamais touchés. Et qu'il est le seul à savoir qu'elle l'aime. Qu'elle n'est même pas au courant qu'elle est amoureuse de lui. Mais derrière ça, on tombe sur une histoire. Bon, là, c'est un cas qui, à mon avis, frise la psychiatrie. Mais c'est quelqu'un qui vit quand même, qui a un logement, qui a un travail. Et alors ça, ce sont les cas les plus extrêmes. Mais sinon, mes coachés, quand ils commencent à... Il y en a une qui me dit « Ouais, j'ai rencontré une nana, elle me plaît trop. » Je dis « Attendez, vous avez votre amant là, qui ressemble à Tom Cruise jeune, vous avez la nouvelle maîtresse potentielle, et après vous me dites, et puis en plus vous avez votre ex-amant qui vous relance, mais plus votre mari, vos enfants, comment vous allez faire là ?» Et tu vois, et les gens en fait qui viennent me voir, ils ont des fantasmes, mais ils essaient d'aller chercher une espèce d'énergie, d'excitation, de donner du sens, à se sentir vivant, parce que voilà, pour pas voir ce qu'il faudrait voir. Ce qu'il faut voir, c'est le dysfonctionnement dans le couple. C'est ça le problème.
mais on ne fait plus rien avec son conjoint et on va ailleurs pour ne pas voir qu'il y a un dysfonctionnement. Et que le dysfonctionnement, il est lié au fait que dans le couple, dans le lit, il y a les parents des deux. Ah, Mais oui, parce que dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. D'accord. Woody Allen l'a déjà trouvé, c'est pas un scoop. Hein. Il y a les parents des deux. Il y a les parents des deux, et voir les grands-parents, et les interdits, ou au contraire l'exhibitionnisme. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de coachés qui avaient été confrontés au naturisme jeune, avec des parents qui leur imposaient ça, au naturisme avec le beau-père dans la piscine, le beau-père avait de l'argent, et qui ont été traumatisés. Il y en a une qui a empêché ses seins de pousser, qui a dû se faire mettre du silicone plus tard, parce qu'elle avait plus de seins, parce que grandir et montrer ses seins et être un objet regardé, c'était insupportable. Quand tu as été dans le naturisme et que tu l'as mal vécu, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui l'ont bien vécu aussi, cela moi je ne les vois pas, eh ben, ça va t'amener dans ta sexualité à avoir des comportements soit exhibitionnistes, genre je me montre et c'est naturel, parfois même plus que ce que j'ai fait en naturisme, parce que le naturisme, c'est pas sexué. Et là, ça peut être justement un comportement où je me montre, et là, ça peut être du club échangisme, ou au contraire, une pudibonderie extrême. D'accord. Et alors, est-ce que c'est du fantasme? Oui et non. Oui, dans la mesure où ça fait partie de la sexualité. Non, dans la mesure où le fantasme, c'est pas de se foutre à poil. Mais le fait de se foutre à poil va ramener dans la relation toute la problématique de l'enfance. Alors là, je suis partie du naturisme, parce que la fille m'a raconté que son adolescence est devenue compliquée, elle n'avait pas de sein. En même temps, elle ne voulait pas devenir une femme pour pas être matée. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai entendu plusieurs fois. C'est pour ça que je me suis dit que tiens, on ne parle pas assez des conséquences du naturisme pour les enfants. Les enfants sont extrêmement pudiques. Oui, c'est vrai. Et quand les parents rentrent dans la salle de bain, quand ils sont dans leur bain pour aller aux toilettes, je ne pense pas que les parents ont envie d'entendre le bruit de l'urine du papa ou du poids du popo, quoi. C'est quelque chose qui, à mon avis, est assez terrorisant pour les enfants. C'est comme les parents qui se baladaient à poil. Ça a été la grande mode. Quand tes parents se sont baladés à poil toute ton enfance, tu as un rapport à la nudité qui n'est pas le même que quand tes parents, dès qu'ils voyaient quelqu'un s'embrasser à la télé, éteignaient la télé. Et en même temps, les deux se rejoignent. Ah, d'accord. Donc, comment tu définirais un fantasme, en fait? Est-ce que c'est une image qui te mène à la jouissance, si tu la visionnes dans ta tête? Tu as des gens qui jouissent sans fantasme, tu as des gens qui ont besoin d'imaginer des trucs pour jouir. Oui. Et tu as, dans ce cas, ce que tu as, c'est les masturbateurs frénétiques. J'en ai connu comme ça dans mes coachés, c'est des gens qui passent leur journée à se masturber. Et pour ça, il y a une surenchère du fantasme. Donc maintenant, avec Internet et le porno, alors au début, je dirais un truc basique, c'est 2 filles, puis après il en faut 3, puis après il en faut 5, puis après il faut des filles de couleur, il faut des asiatiques, des maghrébines, des noirs, il faut qu'il y ait la diversité, puis après on va rajouter un gangbang, puis après on va rajouter un chien, et il y a une surenchère parce que le gars, quand il a fait 15 masturbations sur la même thématique, le lendemain il va en faire 15, et après, c'est sans fin. Mais c'est pas très différent de la consommation finalement. Oui, c'est ça. C'est de la consommation. Ouais. Parce que quand tu achètes un truc, tu veux encore autre chose, et puis tu l'as, t'en veux un nouveau. Et le fantasme le plus courant, la chose qui revient le plus souvent? C'est un homme avec 2 nanas, oui, plutôt qu'avec un autre gars. Ouais. Pour les femmes, c'est être en sandwich entre 2 hommes. Ah oui. Ouais, ça. Le fameux fantasme du viol qu'il faut raconter avec beaucoup de viol, avec beaucoup de délicatesse, parce que ça peut être, il y a des gens qui ont vraiment été violés, mais c'est vrai qu'il y a des mises en scène où la fille arrive nue sous sa fourrure, là, comme dans sa chère masoch, et elle ouvre. D'ailleurs, dans les films, souvent, tu vois la fille qui arrive nue, puis il y a la belle-mère qui est juste derrière. Enfin, tu vois, mais globalement, ce qui revient le plus souvent chez les femmes, c'est le gars qui la malmène un peu, mais pas trop. Et en même temps, c'est un mélange de douceur et de pas de brutalité, mais de puissance masculine. Et chez les hommes, c'est 2 nanas. Parfois, pour certains hommes, la sodomie, c'est un fantasme. Tu vois, ou voir leur femme se faire prendre. C'est ce que j'entends le plus souvent. Après, il y a tous les tripes SM. En ce moment, la grande mode. Ça, c'est la grande mode. Ah là là, depuis 50 nuances degrés. Là. Ah là là, il y a des endroits, ils m'ont dit, c'est même plus des dojos maintenant, c'est encore autre chose. Ils arrivent, alors les filles sont en laisse. Ça existe depuis un moment, la fille en laisse, ou le gars. Il y avait Histoire d'eau. Ouais, mais là, maintenant, ils me racontent des trucs, parfois, j'ai presque des frissons, tu vois, tellement.
Et je rentre dans le truc. Ben, c'est pas vieux, j'étais dans un stage. Il y avait des gars dans le stage. On a commencé à parler de sexualité. Je leur parlais de la sexualité de mes coachés. Ils me disaient, qu'est-ce que tu crois? Mais nous, on fait tout ça. Moi, j'ai 45 ans, je suis avec des filles de 20 ans. Elles pratiquent la première nuit, tout. Elles font l'amour comme des actrices porno. J'ai dit, mais tu trouves ça normal qu'une fille de 20 ans fasse l'amour comme une actrice porno, un mec de 45 ans? Je lui dis, tu trouves que c'est ça, la vie? Et il me racontait, ouais, je les emmène dans des endroits de bondage et tout. Elles adorent ça, elles en redemandent. Et c'est là où ça se complique aujourd'hui. Je dis que ça se complique parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont identifiées à cette espèce de tendance qui grandit. Et finalement, elles ont l'impression que si elles ne sont pas des actrices porno ou des maîtresses femmes avec des fouets ou des femmes qui acceptent qu'on utilise tous leurs trous, elles n'existent pas. Et donc, elles font de la surenchère, elles, fantasmatique. Et c'est pour ça que mon podcast, je l'ai appelé Sodomie la première nuit, point d'interrogation. Parce que je me demandais si c'était une bonne chose d'être tout de suite dans la sodomie. Et évidemment, la réponse est non. Parce que si tu commences la sodomie, qu'est-ce qui te reste après? Alors, je pense que Daniel aurait plein d'idées, vu qu'il a une sexualité très libérée. Mais s'il n'y a pas une progression dans la sexualité, un apprentissage, je parle du couple, hein, là, je ne parle pas de one-shot, de choses comme ça. Dans le one-shot, je pense que tout est permis. Mais voilà, enfin, j'entends quand même des choses qui... je sais que moi, je fais partie d'une génération où tous les week-ends, les gens de la fac allaient partouzer dans les maisons de campagne des parents, où on s'échangeait nos partenaires assez facilement. Avec bonne humeur, on était deux couples, viens, on change, cool, là, tu sais que la fille, tu sais que le gars. On trouvait ça charmant à l'époque. Mais fraternel. Oui, c'était un peu transgressif, un peu excitant, un peu interdit. Je me souviens, on donnait rendez-vous à des filles à la statue de l'Odéon et on était, mon copain, plus un autre pote, qui était aussi mon amant, et on était là, on arrivait avec la fille, on se retrouvait à 4, on dînait, et puis voilà, il se passait des trucs. Mais j'ai envie de le dire, c'était presque sain, c'était gentil, c'était convivial. Là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est des surenchères de transgression, de repousser les limites, etc. Et je ne me sens pas spécialement coincée, mais je sens derrière la posture d'abus. Ah oui. Et c'est ça qui me dérange. Dans le fantasme, il y en a souvent un qui est le capot, et puis l'autre, ah oui, fais-moi mal. Alors, ça va bien quand les deux sont d'accord, mais on se demande pourquoi on va chercher à être frappé, humilié. Tu sais, ces hommes qui vont voir des femmes, qui leur mettent des trucs sur les seins, des talons aiguilles. Des femmes qui... Oui, il y a toute une littérature là-dessus. Mais oui, il y a une réalité aussi. Moi, je me souviens, j'avais un copain qui était tombé sur une genre de femme comme ça, qu'il avait rencontré sur une app ou sur un site, parce qu'il y a déjà un moment. Et ce gars est arrivé chez elle, il y avait des gottes sur les murs, et elle lui a raconté qu'elle était Vanda, femme... Oui, c'est le prénom classique. Oui, c'est le prénom classique, comme W. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de films là-dessus. Enfin, si, à part les 50 nuances qui sont très... C'est devenu... Oui, ça a été décliné. Hein. Oui. Ça a été ouais, moi, j'accroche pas, moi, avec ces trucs-là. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire d'âge, parce que quand tu as été élevé dans un modèle judéo-chrétien, les petites transgressions bourgeoises de ma jeunesse étaient charmantes. Aujourd'hui, la transgression, il faut qu'elle aille très très loin pour être intéressante. Il y a juste un truc que j'ai remarqué. J'ai un de mes coachés, son père était homosexuel. Dans l'histoire qu'il se racontait, il était amoureux d'une femme, il a fait 3 enfants. Il a cessé d'être homo. Ils n'ont pas eu de sexualité à part pour leurs 3 enfants. Et ensuite, il est redevenu homosexuel. Et je lui disais, mais en fait, aujourd'hui, ce serait différent. Et en fait, non. Aujourd'hui, il n'y a pas un homo qui se marie, qui dit, voilà, je suis marié, j'ai mes enfants. Puis à côté, j'ai mes petits mignonnets, mes lionceaux, mes amants. En fait, soit les mecs sont homo, ont une parentalité homo avec des mères porteuses ou des homosexuelles femmes, soit ils sont hétéros. Mais en réalité, je n'ai jamais vu d'homo affiché, assumé, disant je suis mariée, voilà mes enfants et voilà mon amant. Ou j'ai une histoire à côté. Et j'avais trouvé ça assez curieux parce que je trouvais que... Enfin, c'est curieux dans la mesure où... Pourtant, les homos, ils n'ont peur de rien. Franchement, ils y vont, quoi. Mais je n'ai jamais vu de couple où il y avait cette espèce d'hétérosexualité qui fonctionnait avec l'homosexualité à côté.
Voilà. C'est juste la réflexion que je me suis faite. Est-ce que tu as beaucoup de clientes? Parce que ça, j'ai posé des questions À plein de femmes. à plein de femmes, ouais, Ouais. qui disent, voilà, j'avais des fantasmes, il me suffisait d'imaginer des scènes avec mon amoureux, ça marchait tout seul et tout. Puis il y a eu la naissance de 1, 2, 3. Et puis c'est fini, il n'y a plus rien dans ma tête, quoi. Il n'y a plus l'énergie, en fait, pour... Mais déjà, ça se passait un peu bizarre qu'avant le premier enfant, elle ait déjà besoin de fantasmes pour se mettre un peu dans le truc. C'était pas un fantasme pour être... Bah, des scènes, elle a besoin de s'exciter. elle pensait à son amoureux et c'était bon. Ah, tu veux dire pour se masturber? Je n'ai pas compris là. Oui, pour Elle avoir pensait- envie de faire l'amour, par exemple, elle y pensait. S'il est là, elle n'a pas besoin d'y penser. Oui, tu as raison. Tu as raison. Bah, Donc- on m'a dit ça pourtant. Bah, ça veut dire qu'au moment où elle fait l'amour, elle a besoin d'imaginer des trucs. Alors peut-être que c'était un autre homme auquel elle pensait, pour se mettre dedans. Et tu sais, moi j'ai coaché un couple, et les enfants du couple, qui avaient une villa au Cap d'Agde. Donc tu peux imaginer ce qu'ils faisaient. Et il y avait donc 2 couples qui se retrouvaient avec les enfants, tous les enfants et les couples. Et les femmes étaient en train de regarder un film porno pour s'exciter avant de faire l'amour avec les 2 hommes. Et un jour, le petit gamin qui avait 20 ans quand je l'ai coaché, sort de la chambre où il jouait avec les autres et il voit les mères, enfin les 2 mères devant le film porno. Et il fait ça. Oh là là. Il fait ça. Et on a travaillé là-dessus. Tu vois, et c'est vachement important parce que ces gamins se souvenaient de gens habillés bizarrement dans la rue, à moitié nus avec des tenues. Tu sais, Cap d'Agde, on y va, quoi. C'est un peu comme, tu sais, le groupe, là... j'ai oublié le nom, ce fameux groupe dans les années 70 où ils étaient habillés en flic et tout ça, là. Ah oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment c'était YMCA. YMCA, voilà. Village People. Village People, voilà. Il a vu, je pense, des Village People circuler au Cap d'Agde, au sein de sa villa qui était protégée avec des barrières et tout ça, quoi. Donc, tu vois, parfois, les fantasmes des parents, ça va loin parce que ça se répercute sur les enfants. Et donc, pour en revenir à ta scène, la scène que tu me racontes là, c'est quand même l'histoire d'une fille qui a besoin de se mettre des images, alors que quand même, au départ, dans une relation, c'est assez fluide, normalement. Le désir, au début, c'est avec le temps qu'il s'érode. Oui, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Mais est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est un Justement, outil? je ne sais pas. Moi, je pense que c'est pas un fantasme. Ça. C'est imaginer un truc pour s'exciter. C'est ça. C'est de l'ordre du fantasme. Mais ça l'intéresse pas de le mettre en pratique, ce truc. C'est pas ça qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est être suffisamment excitée pour arriver à faire l'amour avec son homme. C'est ça. Donc c'est plutôt gênant. Voilà. Eh bien, je l'ai entendu, ça, pas mal. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Chez les hommes, c'était quelquefois très simple. Il suffisait qu'ils imaginent des dessous. Ouais, les hommes des en général, c'est chaussures pas à très talons, tu sais. Chaussures à talons, moi j'ai quand même un client. Il a son grand truc. Un jour, il a même fantasmé sur mes talons aiguilles, t'imagines? Il fantasme sur moi et mes talons aiguilles. C'est pas moi, c'est mes talons. Et en fait, quand il rencontre des filles, il essaie de les amener à porter des talons, sinon ils ne vendent pas. Il est jeune, il a 40 ans. Hein. Alors ça, il paraîtrait que quand c'est axé sur un détail comme ça, c'est très intelligent, la personne qui fait ça, parce que ça veut dire que sa sexualité est très forte, très puissante et qu'elle ne veut pas être dérangée. Donc ça se cristallise sur un détail comme ça. Et tant qu'il n'y a pas ce détail, tu es tranquille, tu ne penses pas à ça. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Mais non, mais c'est tout à fait possible. Je crois qu'il y a autant de situations 4 ou de cas 4 situations. Mais lui, en tout cas, sa mère portait des talons aiguilles quand même. D'accord. Et son frère était le chouchou, enfin tu vois. Et il se masturbait sur les dessous de sa mère quand il avait 8 ans. Enfin, tu vois, là, quand tu regardes ce qu'il y a derrière, c'est jamais la petite maison dans la prairie ou le petit détail qu'on ne veut pas voir. Alors après, je n'en ai pas coaché des milliards non plus, donc je ne peux pas généraliser. Mais quand un homme commence à me parler de ses fantasmes, en général, il y a toujours un lien avec son histoire familiale. Et la petite enfance. Ouais. Et ou les fantasmatiques des parents, ou la sexualité des parents, ou les interdits des parents. Ça peut être par excès, par défaut. Ça peut être... Mais il y a toujours eu un truc sur la femme en particulier, quoi. L'éducation des femmes. Il y a toujours eu un... Oui, le côté vierge et putain, tout ça. Oui, il y a toujours eu ça, mais il y a surtout des parents qui avaient plus ou moins des interdits. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est que moi j'ai vu des situations dans lesquelles les femmes se baladaient à poil devant les copains ados de son fils. Et le fils était gêné. Tu vois, il est là, elle est à bord de la piscine, elle ouvre tout, et elle fait de l'exhibitionnisme. Ça s'appelle... Mrs. Robinson.
Oui, mais Mrs. Robinson, c'est l'éducation d'un jeune homme de 17 ans par une femme de 40 ans. Ouais. Donc j'ai envie de dire, c'est sain. Parce que tout jeune homme devrait être éduqué par une femme mûre. Mm. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle L'éloge des femmes mûres. Ça me paraît faire partie de la vie. Mais quand tu te retrouves avec une mère exhibitionniste, et le pire, moi j'ai une de mes copines qui disait « Ah, ça me gratte, ah, fais voir !» et qui regardait son intérieur et qui faisait sa gym nue, jambes écartées, devant sa fille. Elle avait à l'époque 50 ou 60 ans, je vois. Donc il y a des climats incestuels qui sont générés par des parents et pas forcément les pères attoucheurs, c'est plus subtil que ça. J'ai eu un coaché homme qui avait eu des fellations, petit, de sa mère et de sa grand-mère. Waouh. Tu vois, ça fout les boules, quoi. Hein, Donc, tu vois, parfois des situations, forcément, ça génère des sexualités particulières. D'accord. Et toi, donc, tu les rassures avec ça, tu écoutes tout ça, Je ne suis pas très lisse comme fille, hein. Je ne suis pas très rassurante non plus. Non, je vais chercher le lien. Et en fait, moi, quand on vient me voir, c'est qu'on a un problème en général d'érection ou de désir. Ouais. Donc, une fois que je remonte, je vais te donner un exemple très concret. C'est un de mes coachés qui était un mec très brillant. Et son père aurait dû faire le séminaire. Il était en plein séminaire et il va sur les barricades de mai 68. Il fait l'andouille avec une Marie Chantal, elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'il fait? Il l'épouse. Et donc il a dû sacrifier sa carrière de prêtre. Tu sais qu'avant dans les familles, on avait un soldat et un prêtre. Ouais. Et ben, ce gamin, que j'ai vu, qui avait déjà 35 ans quand je l'ai vu, il ne pouvait jouir que s'il humiliait une femme, qui était en général une jeune femme d'origine africaine, qui venait pour faire un post-doctorat ou un doctorat. Il lui faisait quasiment son doctorat, mais il l'humiliait dans la sexualité. Et moi, je recevais la nana, qui était loin d'être une cruche, qui était face à ce garçon dont elle était amoureuse, mais qui avait besoin d'être violent dans la sexualité. Et quand il a pu comprendre que face à l'interdit de l'Église, parce que l'Église a interdit la sexualité, non pas pour des raisons religieuses, mais parce que sur le mont Athos, ça coûtait tellement cher toutes ces familles à nourrir, qu'en ayant des prêtres célibataires, ça simplifiait la fiscalité, enfin en tout cas ça réglait les finances de l'Église. Et en fait, qu'est-ce qui pouvait s'opposer à la rigidité de l'Église? La puissance du fantasme. Mais quand il était tout seul devant son ordinateur, ça se passait très bien. Et s'il faisait l'amour normalement, ça ne marchait pas. Et le jour où il a pu faire le lien entre les deux, ce jour-là, il a réussi à avoir des érections sans avoir besoin du support du fantasme. Wow. Et la fille l'a quitté. En plus. C'est ça qui est drôle, enfin qui est étrange. C'est qu'en fait, objectif atteint, ben non, finalement, j'en veux pas. Et elle-même avait bien sûr été maltraitée enfant, donc elle avait aussi une propension à accepter. Mais ça, c'est un fantasme, tu vois, c'est intéressant, parce que tu pars du fantasme, tu remontes à l'origine. Alors, l'histoire du prêtre, c'était du pain béni pour moi, hein, du père, mais je pense que c'est pas la première fois que, quand il y a eu un père qui a vécu un interdit, soit qu'il était homo refoulé, soit qu'il avait raté son séminaire, soit qu'il a quitté le séminaire pour sortir avec une des filles qui venait pleurnicher en disant « Ah, donnez-moi l'absolution ». C'est pas simple quand tu es l'enfant de cet homme-là. Parce que c'est à la fois l'interdit, la transgression. Et le truc, c'est que la transgression et l'interdit peuvent, chez chaque personne, prendre des formes différentes. Tu peux avoir des formes à l'opposé de ce que tu vas dire. Il n'y a aucune règle en la matière. C'est à la fois fascinant et inquiétant. Parce que tu ne peux rien mettre dans un... Chaque imagination est tellement puissante et créative que tu vois... Je vais te donner un autre exemple. J'avais un de mes coachés. Son truc, c'était mais on a déjà vu ça dans des films. Il prenait l'entrejambe des femmes dans les camps, sur les plages naturistes. Et donc, il avait un appareil photo. Ah, un appareil de photo. Et il se planquait pour trouver l'angle pour arriver à prendre des vidéos, pardon. Il prenait des vidéos de l'entrejambe de la fille. Et il passait sa journée à ça. D'accord. Et après, bien sûr, il se masturbait sur les vidéos, mais ça lui prenait tout son temps. D'accord. Et j'en ai même eu un autre, là c'était dans mon agence de rencontre, c'était il y a longtemps, hein, c'est dans les années, je crois que c'est à la fin des années 90. Lui, ce qui l'excitait, c'était l'éjaculation faciale. C'était le moment où le sperme du monsieur éclaboussait le visage de la fille. Et comme il travaillait pour une grande maison de disques, il allait très souvent aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il allait chercher des cassettes porno pour ne jouir que sur le moment où le sperme sortait. Et il passait sa vie à chercher des cassettes parce qu'il fallait toujours de nouvelles scènes. D'accord. C'est pour illustrer ce que je te disais tout à l'heure sur la thématique, il y a toujours une surenchère. C'est ça.
Et alors toi, tes fantasmes? Alors, à Daniel. Ah ben, Lui, vous me clouez le bec là. Non. Quand je baise, jamais je me pose la moindre question. Ben oui, ça marche. Jamais, 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 jamais. J'ai envie de faire, je fais. Ça marche, très bien. Ça marche pas, tant C'est pis. pas grave. Je n'ai jamais posé la question. J'ai vu mes parents à poil c'est vrai. un nombre considérable de fois, ça m'a jamais perturbé. Bon, mais chez vous, on sent qu'il n'y a pas de souci. Hein. Vous m'épatez. Bah, je ne fais que restituer ce que j'entends. Hein. J'invente C'est rien, ça, là. tu C'est vois. ça. Je Parce que n'inv- vraiment, bon, j'ai commencé vraiment tôt. Vous avez fait beaucoup. J'ai fait beaucoup. Je Dans tous fais les encore sens. énormément. Je fais encore avec beaucoup d'inventions. Enfin, d'inventions, non, même pas d'invention. C'est parce que j'ai envie de faire. Et vous faites ça naturellement dans la créativité. Pour l'autre, c'est de l'invention. Alors pour l'autre, je ne me pose pas la question. Et il est content. Il est content, il Voilà. revient. Voilà. Voilà un homme qui est sain. Ouais. Et ça m'a jamais, jamais, si vous voulez, dans ces activités-là, je me dis, ah, je suis content, je réalise un fantasme. Vous me direz que si je le réalise, ce n'est plus un fantasme, mais jamais je me suis posé ce genre de questions. J'ai envie, voilà. Puis ça, alors, cela dit, il y a le feeling qui passe quand il y a un nouveau partenaire, etc. Je dis un nouveau partenaire parce que je suis gay. Oui, ça, j'avais compris. À cause de quoi? Oh, ça se voit. Ça se voit à quoi? Ça se sent, j'ai Ah, l'habitude. ça se sent à quoi? Je sais pas, ça se voit. Il suffit, mais c'est inscrit. Hein. Ah, où ça? Partout. Partout, en lettres lumineuses. Et voilà, enfin, ça serait intéressant d'ailleurs de lire vos écrits parce que ça me perturbe là. Il y a rien. De savoir qu'il y a tout ça. Dans Mais le chez monde. chez les gays aussi, il y a des fantasmes bizarres. Peut-être. Le sauna, par exemple, c'est le lieu du fantasme. C'est je te vois pas, il y a de la buée, je fais des trucs que j'oserais pas forcément faire au grand jour et je fais. Et parfois, il y a des gens qui se rencontrent dans les saunas et qui s'aiment et qui sont ensemble pendant quelques années. Donc là encore, il n'y a pas de règle. Et les gays, en fait, à part les trucs les plus poussés, je pense, c'est les petits garçons. C'est toute la pédophilie de l'Église, mais sinon, les gays sont tellement ouverts qu'il n'y a jamais d'interdit. Dans les années SIDA, là, ils allaient se retrouver aux Tuileries et ils allaient forniquer derrière les buissons. Hein. Et on faisait ça, on y allait, au Trocadéro aussi. On y allait, viens que je t'enfile, c'est bon, j'ai joui, t'as joui, salut. Ah oui, tout à fait. Mais ça se faisait comme ça, ce qui n'est pas le cas des hétéros, parce que même si ça va vite pour les hétéros, il y a quand même un minimum de protocole. Chez les gays, c'est clair, on y va, on ne se pose pas de questions. Et c'est probablement aussi bien d'ailleurs dans le romantisme que dans la sexualité. Enfin, il y a des gays très perturbés quand même. Ah bah il y a des grands, mais il y a des cassos comme partout, hein. Il y a des hétéros perturbés. Et les homosexuels femmes, c'est très compliqué aussi, parce que c'est des rapports de pouvoir d'une violence comme j'ai rarement vu. Ah oui. C'est presque plus violent entre deux femmes qu'entre un homme et une femme. Surtout qu'il y en a qui se comportent comme des hommes aussi. Enfin, c'est plutôt, elles viennent plus me voir pour la dépendance affective, c'est moins pour la sexualité. Et la sexualité, c'est pas le truc le plus important chez les femmes, bizarrement. Alors que chez les hommes, j'ai eu un couple gay il n'y a pas très longtemps, deux gars qui vivent ensemble depuis quelques années, qui ont vécu dans plusieurs pays, qui se sont suivis. Et il y en a un qui refuse la sexualité. Et il est originaire d'un pays de l'Est où les mecs sont plutôt des brutes. Et quand je les ai vus tous les deux, parce que je les fais venir, je me suis rendu compte que mon petit coaché, il était complètement sous la coupe. Et l'autre disait, mais non, mais j'ai pas envie, je ne te trompe pas, je ne vais pas ailleurs. Ben, il avait que 30 quelques, hein. Mais j'ai plus envie, donc c'est ça ou rien. Et l'autre voulait acheter un appartement avec quelqu'un qui refuse de lui faire l'amour. Et en fait, il était sous emprise. Et visiblement, le gars des pays de l'Est, ça le faisait jouir de punir mon coaché en le privant de caquette. Mais la privation de caquette, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique de la gay attitude. C'est quelque chose quand il y en a un des deux qui se refuse pour punir l'autre, c'est un grand classique. C'est l'envers du fantasme, en fait. Et en même temps, j'ai vu des couples où, à force de réaliser des fantasmes, il y en a un des deux, en l'occurrence, c'était la femme, mais ça aurait pu être aussi l'homme, ça dépend qui mène, qui un jour a dit stop, et le stop, ça a été plus rien. C'est-à-dire, on est passé de la fête du string et du slip pendant des années à plus rien. Proche de la dépression. Et chez les couples tantriques, ça se passe comment? Il n'y a pas de fantasme. Il n'y a pas de fantasme. Hein. Alors raconte un petit peu, parce que ça, c'est hyper intéressant. Chez les couples tantriques, on voit Dieu en l'autre. Voilà.
Et c'est un grand fantasme. Ouais, on va chercher le sacré. Quand j'étais chez Arnaud Desjardins, qui était, je sais pas si tu vois qui est Arnaud Desjardins, qui était enseignant. C'était un enseignant spirituel qui avait rencontré Amanda Mayani en Inde et qui a passé des années là-bas et qui a créé un centre qui était du côté de Valence, au sud, entre l'Ardèche et Valence. Puis il en a eu plusieurs et donc tu étais reçu par tous les sages qui étaient formés, qui étaient les disciples d'Arnaud Desjardins. Et moi, un jour, j'ai imité tous les sages en train de faire l'amour. Ils m'ont viré de l'ashram. C'était le tout début de mon parcours, c'était il y a un certain temps. Et je disais, oui, Arnaud, et tutoie Dieu. Donc il est là, oh, Dieu, Dieu. Et je l'imitais. Puis je disais, ah, l'autre, c'est un lapin le brick. Et j'imitais un mec qui avait une émission sur France Culture. Et je disais, ah oui, lui, c'est. Et je les imitais tous et ils m'ont viré. Ouais, oui, ils n'ont pas apprécié. Non, ils n'ont pas tellement aimé. Mais c'est important parce que c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et en fait, la raison pour laquelle ils m'ont viré, c'est qu'il y en a un qui a dit oui, vous comprenez, il y avait une femme, elle a essayé de jouer de moi, de me séduire. Et forcément, toute femme dans une retraite dans le désert veut séduire le maître spirituel. Mais je dis ben justement, vous faites comment par rapport à la tentation comment ça se passe? Et là, eh bien, et c'est là aussi qu'il m'a foutu dehors parce que je l'ai mis en difficulté. Parce qu'en réalité, il était en train d'expliquer qu'il avait résisté à la tentation. Et en fait, Arnaud Desjardins lui aurait dit profite pendant que tu n'es pas marié parce qu'après tu vas te ranger des voitures. Donc, mais tout ça est tellement ancien que je pense qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun intérêt. Mais à l'époque, c'était marrant dans l'ashram de voir un petit peu ce qui se cachait derrière l'apparence. C'était une révolutionnaire en fait. Ah mais j'étais une grande rebelle, oui, complètement. Parce que je ne comprenais pas bien c'était quoi ces protocoles, on mangeait en silence, il fallait pas faire... On entendait avec le bruit des fourchettes, le grand maître mangeait, donc on commençait à manger, c'était bon. Heureusement, ils m'ont viré à la fin de la semaine, donc j'ai eu l'occasion de découvrir un peu, mais voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que ce serait très différent, parce que j'étais dans plein d'ashrams, j'ai même respecté les règles avec les robes de bure, bordeaux ou blanches. Oui, carrément. Ouais. Oui, dans les ashrams au chaud... t'es obligé, hein, parce que si tu t'es obligé, tu peux pas circuler en vêtements normaux. Il faut que tu rentres dans le jeu. Le soir, pour la cérémonie, tu as la robe blanche, et la journée, tu as la robe bordeaux. Et il y a un ashram près du Dalai Lama, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, au nord de l'Inde, et tu fais ton stage de méditation, et tu passes ton temps à te changer de robe. Voilà. Mais bon, mais là, j'ai un peu joué le jeu, mais c'est vrai que j'aime bien un peu transgresser parce que dès qu'il y a trop de règles, moi je me sens coincée. Et là, bien sûr, quand tu es dans les stages de tantra, tu n'as pas le droit normalement de faire l'amour. Or, que font les gens? Ils se dépêchent de réserver les chambres à grand lit pour pouvoir emmener les personnes du stage faire l'amour au-dessus. Ah bon, d'accord. Où ils font l'amour, c'est très classique dans la salle de travail. Donc on a une salle de travail, on commence un massage, le massage dégénère, le truc s'arrête, t'entends le bruit, tout le monde se barre pour aller dîner. Ou parce que c'est à l'après-dîner, c'est encore mieux, ça, ils n'ont pas faim. Et à ce moment-là, tu les vois qui restent à continuer le massage, et souvent ça dégénère. Et du coup, ils sortent ensemble pendant le stage. Ouais. Et évidemment, ils passent leur temps à être jaloux. Et donc, au lieu de passer un stage où tu dois chercher qui tu es dans ta profondeur, retrouver ton centre et tout ça, tu te retrouves à faire des scènes de jalousie parce que le gars avec lequel tu as passé la nuit, il est déjà en train de changer de partenaire. Ça, c'était pour rigoler. Mais sinon, de manière très sérieuse, le tantra, c'est vraiment ce mouvement de la profondeur de l'être, d'accueillir l'autre dans quelque chose qui est... C'est vraiment... c'est dans quelque chose de plus vaste que nous, en fait. C'est ça, c'est voir le meilleur c'est plus que le meilleur, c'est la divinité. Voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse. Bah ça, excuse-moi, mais une fois qu'on arrive à le faire ou à le penser ou à le visualiser, ben, tu prends ton pied tout de suite, là. Non? Alors, oui et non, parce que justement, j'ai fait un stage de tantra pour couple où on passait nos après-midi dans le lit. Donc, tu payais la peau des fesses pour passer ton temps dans une chambre. Et en fait, on nous apprenait, le gars, il doit bander, puis après, il arrête de bander, mais il reste en toi. Là, il faut faire animal, là, il faut faire tendre. Et alors, il fallait chronométrer tout le temps pour justement apprendre... une nouvelle façon, c'était notre initiation. C'est un métier finalement de faire l'amour. Ben, pour certains, oui, mais il faut dire aussi qu'on n'était qu'un groupe de Chinois. Je pense que les Chinois, c'était pas très loin, c'était à Chiang Mai, je pense que les Chinois ont une éducation très comme ça, et ils riaient comme des enfants, et je pense que pour eux, on leur montrait les points pour le massage, on expliquait. En fait, ce qu'elle expliquait, c'est comment l'énergie sexuelle de l'homme doit être diffusée
vers le reste de son corps pour pas que le sexe soit le centre d'attraction. Et comment l'énergie sexuelle de la femme, on doit ramener l'extérieur du corps vers le sexe. C'est l'effet inverse en fait. Et là, comme tu es gay, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans la sexualité hétérosexuelle, en fait, l'homme ne doit pas être focalisé sur son sexe et ne doit pas focaliser sur le sexe de la femme. Parce que s'il ne voit que son sexe, elle devient un objet. Donc, d'où l'intérêt de l'approche très en douceur. Donc on apprenait les points, machin, tout ça. Et les Chinois, ils étaient et ils allaient pratiquer dans leur chambre. Donc c'était mignon. D'accord. Il y a longtemps que tu as fait ça? Ah non, c'était juste avant le confinement. D'accord. Oui, non, c'est pas vieux du tout. D'accord. Mais ça veut dire que ça s'ouvre aussi. Tu n'aurais jamais imaginé les Chinois prendre l'avion pour aller à Chiang Mai et faire un stage de tantra. Tu vois? Incroyable. Mais ça, c'est pas du fantasme, c'est vraiment avoir envie d'avancer. Et il y a un autre truc aussi qui passe très très bien en ce moment, c'est le slow sex. Oui, ça c'est joli déjà comme expression. C'est Diana Richardson. Temps, ouais. C'est prendre son temps et c'est apprendre au sexe qui se jettent les uns sur les autres comme des animaux en rut, la saillie, à prendre le temps et à ralentir les réflexes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là aussi, il y a de la pratique les après-midi. Et ça amène les gens qui sont trop gourmands, qui vont trop vite, quoi. Tu animes, toi, des ateliers comme ça? Non, je pourrais, mais j'en ai fait tellement, oui. Non, mais ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Moi, j'aime bien animer des trucs qui m'intéressent. D'accord. Et donc, le prochain truc que tu animes, tu m'as dit, par rapport à... Tu as dit, c'était un... Qu'est-ce que tu nous as dit au début? Ah, c'est un webinaire. Un webinaire, c'est ça. Là, le souci, c'est qu'il faut que j'arrête le tantra parce que la moitié du réseau de développement personnel n'étant pas vacciné. Avec le pass sanitaire, comme ça se passe dans un café, c'est compliqué. Donc, je me suis dit que j'allais attendre avant d'en faire parce que là, l'animatrice n'était pas vaccinée et il y a 3 fois moins de monde qu'avant puisqu'il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés. Bien sûr. Donc, j'ai lâché, j'ai dit, ok, c'est bon. Soit je loue des salles, mais j'ai plus envie, là. Là, ça enlève l'envie, hein, ça c'est clair. Ouais, ça, tu dis... l'animatrice, les gens, mais qui se décident au dernier moment encore, ça ne me dérange pas, ils faisaient ça tout le temps avant. Mais là, il faut un pass. Bah oui, tu es dans un café, c'est au café, donc si c'est au café, il faut un pass, quoi. Donc c'est un peu pénible, parce que du coup, ça ne donne plus l'élan de faire partager des choses. Après, tu peux louer des salles, effectivement. Mais tu te dis, pourquoi je m'enquiquine la vie à faire ça? Surtout que tu peux faire tout par Internet. Le tantra, quand même, ce qui était bien avec le tantra, c'était le seul café de l'amour qui fonctionnait encore, parce que là, les gens pouvaient se toucher. Sur Internet, t'as beau dire, tu ne te touches pas. Ah oui, ça c'est clair. C'était ce qui me laissait penser que ça pouvait continuer à exister. C'est une des rares choses que tu ne peux pas vivre par procuration. Mais il y en a plein qui ont fait ça sur Internet, avec l'énergie, tout ça. Enfin. Tu aurais quelque chose à conseiller aux gens? Sur la sexualité, sur la sexualité, les fantasmes, tout ce que l'on a évoqué. Alors, moi j'ai envie de dire, si ça se passe bien, si vous êtes satisfait et content, ne changez rien. En revanche, s'il y a de la souffrance, il y a de la frustration, si vous faites quelque chose pour faire plaisir à l'autre qui ne vous convient pas, que vous ne savez pas dire non, ou que vous vous forcez parce que vous faites votre devoir conjugal, parce que monsieur a beaucoup d'argent, ou le contraire, enfin c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, et que il faut bien rembourser l'école des enfants d'une manière en nature. Là, c'est encore autre chose, mais en fait, s'il y a quelque chose qui dérange, si vous avez l'impression de ne pas vous respecter, ou de ne pas être respecté, oui, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que je trouve que quand les femmes me racontent leur première nuit, c'est très intéressant de voir à quel point... alors il y a ça, puis il y a ça, puis il y a les préliminaires, alors il y en a pas, contre toute attente, ou alors le gars il pousse la tête de la fille, mais alors le contraire, il n'y en a pas. Ou alors il fait le bon élève appliqué, ou alors au moment de la pénétration, c'est là où ça devient compliqué, il n'y a plus personne. Ce qui est normal, s'il y a de l'affect, c'est un peu normal. Et puis après, la fille, elle va se demander, parce que surtout que s'il a plus de 50 ans, elle va se demander si le gars, il a un problème, s'il est mal calibré, ou si c'est juste l'émotion, et ça va être sa grande question. Et il y a beaucoup d'hommes de plus de 50 ans qui ont des problèmes d'érection, mais ils les avaient déjà à 30 ans, ceux-là. Hein. Faut pas croire que c'est un truc qui vient avec l'âge. Moi, j'ai eu des clients à 80 balais, ils étaient encore verts, et d'autres, ils ne bandaient pas à 30 ans, ils n'ont jamais bandé, ou de façon très aléatoire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment lié à l'interdit, à des mémoriaux auprès des parents, tu vois. Si papa a été un homme difficile, moi, je ne veux pas être comme mon père, donc je me tout masculin et je ne me sers pas de mon sexe. Et alors, je peux m'en servir, peut-être que ça va marcher, mais ça ne va pas durer longtemps. Je ne vais pas prendre de plaisir, parce que je ne voudrais pas trahir ma mère en étant comme mon père. Et ça, c'est déjà le début d'une piste.
Parce que dès qu'il y a une problématique sexuelle, derrière, il y a une construction. Une construction affective, émotionnelle, sexuelle et parfois violente. Parce que quand il y a eu des coups, moi j'ai vu des coachés qui transformaient la violence du contexte, qui n'était pas du tout une violence physique, mais une violence de ce qui avait été vécu, en une sexualité dominante. Oui, ça tu l'avais dit, je me rappelle, lors d'un entretien qu'on avait eu. Ah ouais, tu vois. Très intéressant ça. Il n'y avait pas eu de violence, mais c'était transformé. Il y avait une violence psychique qui avait été vécue par la petite fille ou le petit garçon. Oui, c'est ça, je me souviens bien de cette histoire. Mais là, je te parle d'une violence sexuelle. C'est-à-dire que j'entendais des choses qu'on me racontait de l'histoire familiale. Ces choses-là me faisaient faire des cauchemars. Je me réveillais en me cachant, parce que c'était bien sûr lié à la Shoah. Ça, c'était quelqu'un qui a une quarantaine d'années aujourd'hui, donc c'était les grands-parents, qui racontaient. Donc à chaque bar mitzvah, on parlait de tout ça. Et donc le gamin faisait des cauchemars. Et aujourd'hui, c'est devenu c'est le monsieur qui fait pipi, c'est le monsieur qui va inventer des choses. Et toujours, c'est lui qui tient les ficelles. Et pour moi, il se rejoue Portier de nuit. Tu vois, le film avec Charlotte Rampling se rejoue quelque chose de l'ordre de « je ne veux pas être celui qui se cache, je veux être celui qui décide, je deviens le SS quelque part ». C'est ça. Et ceux qui ont survécu dans son histoire, c'était encore une fois des trucs très aléatoires. Je deviens le SS et du coup, ma sexualité... C'est-à-dire, c'est moi qui dirige. Voilà. C'est ça. Et c'est ça qui me permet de tenir. Oui. Mais sa sexualité, elle s'est tellement structurée autour de ça que je pense qu'il ne changera jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment son ADN. J'ai pu juste donner du sens, mais pour lui, ça a été la façon de survivre et de supporter toutes les histoires. Parce qu'à chaque bar mitzvah, à chaque réunion de famille, à chaque Hanouka et compagnie, on parlait des morts. Les grands-parents parlaient des morts. Les parents sont nés après la guerre, ils sont nés dans les années 50. Mais les grands-parents qui étaient là parlaient des morts. Donc le gamin faisait des cauchemars. Bien sûr. Et qui aurait pu imaginer que ça avait un lien avec sa sexualité? Voilà. Donc pour conclure, si quelque chose ne va pas, posez-vous les bonnes questions. Consultez. Et toi? Moi, tout va bien, merci. Ah oui, c'est une question rituelle que je pose maintenant. Dans les périodes, alors toi, tout va toujours très bien, ou est-ce que de temps en temps ça descend et ça remonte? Et comment vous faites quand c'est en bas pour remonter? C'est une très bonne question pour tout le monde en ce moment. Alors peut-être que tu as un tuyau, toi, et toi aussi. J'ai la chance que dans ma vie, les choses ont été toujours, enfin presque toujours très positives et très... Oui, quand même. Tu as traversé des trucs. Oui, j'ai traversé évidemment des déceptions, j'ai traversé des drames, mais c'est comme dans ma sexualité. Oui, c'est la même chose. Oui, tu ne te poses pas de questions. C'est fluide. Je ne pose pas de questions. C'est fluide, oui. Ça arrive, je le vis. Oui, et puis tu cherches la solution. Et puis voilà, et puis en plus, j'ai pas l'impression que la solution arrive. Oui, parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'une solution, en fait. C'est comme ça, c'est comme Il ça. suffit que les choses soient dites et formulées, parfois ça suffit. Alors je remonte. C'est comme disait Piaf, il y a un moment donné, à force de descendre, on ne peut pas descendre plus bas, donc on remonte. Ah oui, c'est ça, tu donnes un coup de pied au fond. Et puis voilà, oui. Et toi? Moi, je dirais que c'est passé de la posture de princesse à Cosette. Et que ou t'es Cosette ou t'es princesse, mais qu'en fait, c'est la même énergie, ce sont les deux faces d'une même médaille. Et ce qui est intéressant quand t'es en bas, c'est de voir qu'est-ce qui a fait que j'étais princesse il y a 2 jours et aujourd'hui, je me sens de la merde. Et de retrouver l'élément déclencheur. Et quand tu retrouves l'élément déclencheur, en général, tu peux remonter naturellement. D'accord. Parce que c'est une situation qui souvent nous propulse dans les couloirs du temps et nous met dans des situations de répétition de ce qu'on connaît déjà. Et quand tu arrives à trouver l'élément déclencheur, tu n'es plus quelqu'un qui subit des choses difficiles et non voulues. Y a pas, tu vois, c'est pas je comprends pas, les dieux aujourd'hui ont décidé de m'enquiquiner. Non, il s'est passé ça. Ah ouais, d'accord. Ça y est, je me souviens, je me suis sentie une merde et paf. Et là, j'avais 5 ans et j'ai oublié. Et j'ai perdu ma belle princesse attitude. Pas la princesse de mon histoire. Hein. Et quand on est princesse, on ne se pose pas la question. Et quand on retombe, l'enjeu, c'est de retrouver le déclencheur. Très intéressant. Voilà, on pourrait faire un sujet là-dessus. Oui. Je vois. Écoute, Princesse ou Cosette. Princesse ou Cosette, oui. Merci à vous deux. Merci à toi de nous avoir réunis. Intelligent, Merci, intéressant, Hélène. coquin.
Non, Non. c'est la vie. Non, c'était pas vraiment coquin. J'ai un chouïa trop parlé, mais j'imagine aussi que tu voulais que je parle. Bah oui, bien sûr. Surtout que Daniel n'avait pas 500 000 fantasmes à nous raconter. Non. Vu Enfin, qu'il est c'est- l'incarnation de la fluidité sexuelle, ce qui est plutôt sympathique, ça faisait un beau contrepoids à ce que je racontais. Bah, c'est-à-dire que oui, lui, il appelle pas ça ce fantasme. C'est tout. J'ai Il envie, est. je fais. Juste, il est. J'ai envie, je fais. Ouais, Je suis, donc j'agis. j'ai envie, je fais, oui, tout à fait. Oui. Ok. Merci Et beaucoup. puis même comme ça marche pas, même les refus, les machins comme ça, C'est ok. Pas grave, C'est pas pas grave. grave. Ouais. Voilà. c'est la vie. Ouais, exactement. Merci Hélène. Merci à vous deux. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.